Bonjour Marianne, Bonjour Karine. je suis très contente de te recevoir sur Mathurescence. Tu es gynécologue obstétricienne et en fait j'ai beaucoup de questions à te poser évidemment quand on est femme sur ces questions-là. Est-ce qu'avant qu'on démarre les questions, tu peux te présenter et nous présenter un peu ton métier? Donc déjà, merci de m'avoir invitée à participer. Je suis très contente d'être là et de pouvoir parler de ce sujet hyper important. Donc moi, je suis gynécologue obstétricienne. La partie obstétrique de mon métier, je la pratique moins depuis un an et demi. Donc j'ai fait un parcours assez classique de formation au suivi de grossesse, aux accouchements, de travail en salle de naissance, mais aussi tout le versant chirurgie. J'ai fait beaucoup de chirurgie gynécologique. Et depuis environ un an, j'ai pris un petit virage dans ma carrière. Je fais plutôt de la gynécologie médicale, donc de consultation, de suivi des femmes. Et en parallèle de ça, je fais un master d'éthique. Donc je suis retournée sur les bancs de la fac et j'étudie l'éthique. Et donc des patientes de plus de 45 ans, bah, forcément, dans ma pratique, j'en suis plein. Donc j'en voyais beaucoup quand j'étais chirurgienne pour les problématiques dont on va certainement parler tout à l'heure, de saignement, de troubles du cycle, de la Exactement. périménopause. Et aujourd'hui, bah, je les accompagne plutôt sur le versant médical. D'accord. Très bien. Et du coup, tu te dis, c'est vrai que la première question qui me vient, quand on dit gynéco, tu sais, bon, les femmes, on a en général une gynéco qui nous suit, et encore pas toutes, hein, je pense. Mais la question, c'est qu'on se dit toujours, je vais chez la gynéco, mais concrètement, pourquoi? Alors la gynéco, c'est un petit peu particulier. Je trouve que c'est une spécialité qui ressemble pas totalement aux autres spécialités médicales. C'est beaucoup de médecine préventive. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans notre modèle de santé. C'est pas encore totalement dans notre modèle de santé français. On est encore beaucoup dans une médecine organique et pas de la pathologie. Et en gynécologie, on fait beaucoup dans le suivi de médecine préventive. Le suivi gynécologique, le fameux suivi annuel, alors ça, on peut en discuter, hein, de l'intérêt de faire ce suivi tous les ans. Mais il cherche à vraiment dépister des maladies, donc D'accord. notamment bah, tout ce qui est la partie cancer de la femme gynécologique. Il accompagne toutes les problématiques de contraception et son autre versant de fertilité. Et après, on intervient aussi bien sûr sur de la pathologie quand la maladie est installée. Et donc les maladies gynécologiques, en fait, c'est un champ très très vaste de la Hmm. médecine parce qu'on peut aussi bien parler de kystes ou de tumeurs du sein que de problématiques ovariennes ou des problématiques hormonales comme le syndrome des ovaires polykystiques ou comment dire, les passages hormonaux physiologiques de la vie de femme, mais qui ne sont pas toujours faciles à passer dans notre société. Hmm. Et tu disais, on peut parler de la question de voir une gynéco tous les ans, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, que c'est bien d'y aller au moins une fois par an pour un contrôle. Qu'est-ce que tu en dis? Et ben moi, ça me questionne beaucoup. Il n'y a pas de vraies recommandations sur quelle est la fréquence de suivi gynécologique optimale. Il n'y a pas franchement, sauf si je dis de bêtises, mais de ce que je sais, il n'y a pas d'études scientifiques qui a démontré l'intérêt d'avoir un gynécologue quand tout va bien tous les ans. Et moi, j'aime pas trop faire des choses sans les comprendre. Donc, des fois, je me pose Hmm. un peu la question de l'intérêt de ce suivi qui est parfois pas toujours bien vécu par les femmes, d'aller voir le gynécologue tous les ans. Il y a des périodes de la vie où il y a plus de besoins gynécologiques et notamment dans la périménopause. Euh, mais ouais, oui, de plus en plus, moi, je me pose la question de la pertinence de voir les gens tous les gens quand tout va bien, quand il n'y a vraiment aucun problème. Est-ce que parfois on pourrait pas faire un suivi systématique plutôt tous les 2 ou tous les 3 ans? Ça, Hmm. c'est une vraie question que je me pose, de faire moins d'examens gynécologiques. Après, souvent, ce qui nous pousse, nous les gynécologues, à pousser les patientes à revenir très régulièrement, c'est plutôt toutes les problématiques de dépistage de cancer du sein, qui Ouais. fait qu'on a envie de palper les seins tous les ans pour être sûr de ne pas passer à côté d'une tumeur du sein. Mais l'examen gynécologique, dès lors que le test papillomavirus est négatif et s'il n'y a pas de plainte de douleur ou de saignement ou quoi que ce soit,
le faire tous les ans, je pense que c'est excessif. Personnellement, je pense que c'est excessif. Hmm. Mais ça veut dire aussi, parce que ça, c'est vrai qu'on pense pas à le faire, par exemple, à comment se palper les seins, tu vois. Du coup, est-ce que, je sais que quand j'avais réfléchi, moi, à ces questions-là, avant d'écrire sur la ménopause, je me disais peut-être ça peut être l'occasion, quand tu vas lors d'une visite chez le gynécologue, tu vois, qu'ils t'apprennent d'une certaine façon à le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je suis très partisane de pratiquer la médecine comme ça, en donnant les clés à la patiente pour être autonome dans sa prise en charge. Hmm. Et vraiment, j'axe beaucoup mes consultations autour de l'information médicale pour apprendre à la patiente à être son propre médecin en quelque sorte et d'avoir vraiment toutes les infos sur sa santé pour se prendre en charge au maximum en autonomie. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et d'apprendre l'autopalpation, oui, ça m'arrive régulièrement. Alors, il y a des femmes qui ne veulent pas du tout se palper les seins, D'accord. que ça stresse, donc moi je pose systématiquement la question, est-ce que vous faites de l'autopalpation? Et il y en a un certain nombre qui disent, oh là non, non, je peux pas m'entendre parler. Donc, évidemment, j'insiste pas. L'idée, c'est pas du tout de culpabiliser les gens. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a cette demande, oui, mais je sais pas comment faire. Et donc, bah, dans ce cas-là, on fait ensemble. Je montre effectivement comment assez simplement, en fait, finalement, l'autopalpation mammaire. L'idée, c'est pas d'aller en détail, palper centimètre Hmm. carré par centimètre carré de la glande mammaire. C'est vraiment de palper très grossièrement, de rechercher une boule dure comme un caillou à l'intérieur du sein. De toute façon, la discrimination sensitive des doigts fait que tu ne peux pas palper une tumeur inférieure à 1 centimètre, à moins d'être Ah vraiment oui. très expérimenté. Donc déjà, tu vois, c'est des beaux nodules qu'on peut s'autopalper. Ouais, ouais, c'est plutôt. Et du coup, quand tu leur apprends, par exemple, l'autopalpation, le rythme, c'est quoi? Il faut le faire quoi? Tous les trimestres, tous les... Moi, je leur dis une fois par mois, pas D'accord, plus. d'accord. Pas plus qu'une fois par mois, parce qu'après, le but, c'est pas de psychoter. Ouais, c'est Et ça. Ouais. pour les femmes qui ont toujours des règles, de le faire après les règles. D'accord, Jamais avant les règles, parce que c'est là souvent que les seins sont granuleux, un peu démaciés, qu'on sent plein de choses. Donc de faire après les règles, sous la douche, une fois par mois ou tous les 2 mois, mais pas plus que ça. d'accord. Ouais. Ouais, mais c'est important parce que c'est vrai que c'est de sortir de ce côté où tu psychotes, tu sais, du coup, tu es là, le moindre truc. Tu vois, c'est important aussi de donner une fréquence là-dessus. Et sur les femmes que tu vois à partir de la quarantaine, c'est quoi les questions les plus fréquentes qu'elles te posent? Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les signes de la préménopause Eh avant oui. même d'en avoir. Il y a quand même vraiment un truc, cette impression qu'il va y avoir un cap à passer Hmm. et qui stresse beaucoup les femmes passées 40 ans. De se dire ah, quand est-ce que ça va commencer, qu'est-ce que je vais ressentir, ça va être quoi les symptômes. Donc souvent, moi, comme je les rassure, hein, je leur dis que toutes les femmes n'ont pas forcément de signes invalidants en lien avec la ménopause, hein. Ça se passe bien aussi, des fois. C'est important des fois de le redire quand même que ça se passe bien. Bah oui. Oui. C'est très variable d'une femme à l'autre. Donc souvent des inquiétudes quand même autour de ça. Euh, En général, on aborde effectivement les questions de dépistage de cancer. C'est le moment où on commence à parler du dépistage du cancer du sein. Donc, le cancer du sein, le dépistage organisé, il commence à 50 ans, mais on peut être amené à l'avancer suivant les antécédents familiaux. Et en soi, dans les recommandations internationales, si on avait un système de soins où on pouvait accéder à la mammographie comme on voulait, d'ores et déjà, on commencera à 45 ans le dépistage. Là, on commence à 50 ans aussi pour des problèmes organisationnels et d'accessibilité des mammographies. Donc, s'il y a eu des antécédents dans la famille de cancer du sein, très facilement, moi, je commence à demander des mammographies à partir de 45 ans. C'est pas toujours facile d'avoir les rendez-vous, donc après, bah, on Non. discute de ça souvent. Hmm. De plus en plus, moi je suis dans une région où il y a des difficultés d'accès aux soins, bah, de plus en plus les Ah. consultations, on aborde ces sujets-là de comment faire pour se faire correctement suivre au niveau cardiologique, au niveau des mammographies, etc., au niveau dermato, Alors là. j'aime pas. Alors Donc là. voilà, on parle beaucoup de santé globale, de Ouais. santé mentale. Ça, c'est un sujet qu'on aborde énormément passé 40 ans. Les femmes, elles sont quand même, moi je le constate dans mes consultations, sont mises à beaucoup de pression, beaucoup de stress. Ouais. Donc généralement, à 40 ans, bah, voilà, il y a des inquiétudes autour des enfants qui sont ados et voilà, la carrière professionnelle
qui s'est intensifié, et beaucoup de stress autour de ça. Donc, on peut être amené à parler de ça. Euh, et puis, bah, parfois, c'est aussi des moments de changement de vie où il y a des changements de partenaires sexuels, pour Mm, parler de problèmes de douleurs pendant les rapports sexuels. Enfin, c'est très, très, très riche et varié, les mm, consultations mm. à ce Mais moment-là. c'est vrai que c'est un cap aussi qui est particulier, hein. C'est un cap de milieu de vie. Donc Ouais. forcément, avec tout ce questionnement-là, si tu ajoutes que ton corps change, que parfois le couple change aussi, ou tu vois, c'est vrai que c'est une période charnière dans tous les points de vue en fait. Bah, c'est vraiment le moment où moi je vais aussi aborder bah, le sevrage du tabac, s'il y a un tabagisme actif, commencer déjà à poser les jalons de la prévention cardiovasculaire, Hmm. d'encourager à l'activité physique. Donc souvent la femme en face de moi elle va dire bah oui mais entre les 2 ou 3 enfants, mon taf à temps plein, mon mari avec qui je me prends la tête, j'ai franchement le sport. Voilà, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Donc Ouais. voilà, on parle de ça. Moi, c'est mon job de médecin de favoriser, de faire de la prévention en santé. Donc Eh oui. vraiment, moi, je martèle. Faut envisager d'arrêter de fumer. Comment on peut faire? Est-ce que vous avez déjà essayé? L'activité physique, vous faites quoi? Bah, vous promenez le chien, bah, faudrait le promener un peu plus souvent. Enfin, on essaie de trouver des solutions, quoi. Eh oui, eh oui. Mm, Oui, parce mm, qu'il y a aussi la question du temps qui est, tu vois, que peut-être nos mères, je parle même pas de nos grands-mères, mais que nos mères, tu vois, avaient moins, c'était moins pressurisé aussi cette mm, question de temps. Donc ça joue aussi sur la journée déjà hyper chargée des femmes, en fait. mm, mm. Mm. Je trouve quand même que bah, moi, ce que j'observe, alors je vois aucun homme. C'est bon, forcément, j'ai un parti pris. Mais ce C'est que clair. j'observe dans la pratique de la médecine et de le panel des différents de femmes que je rencontre au quotidien, c'est quand même que la population féminine, c'est une population assez vulnérable à tous les changements de société. Et, euh, et ça va être un peu les premières touchées à chaque fois par donc, la précarité économique, s'il y en a, par les enjeux environnementaux, s'il y en a, et en l'occurrence sur tous les changements de société et ce fait-là d'être tout le temps, enfin, je pense qu'on a tous le même sentiment d'être pris dans une machine à laver Ouais. Mm. qui s'est intensifiée avec l'hyper-connexion aux réseaux sociaux, à l'hyper-information, le fait de toujours devoir répondre au taquet à des SMS, à des mails, à des machins. Et les femmes, elles sont très exposées à ça et elles ont toujours, bah, comme un ordinateur, tous les petits onglets là d'ouvert. Et puis à un Ouais. moment donné, il y a un épuisement qui est lié à ça. Et ça, vraiment, elles l'expliquent bien quand elles viennent. Elles disent, je suis fatiguée, je dors pas bien, j'ai plus de libido. Mais en fait, derrière, c'est ça, c'est toute cette pression, cette charge qui pèse sur elles et toutes ces injonctions qui pèsent Mm. sur les femmes dans notre société. Mm, Moi, je mm, le mm, sens comme ça dans ma mm. pratique. Mais c'est vrai que c'est énorme. Et dans cette période, comment tu expliquerais la ménopause aux femmes qui ne savent pas du tout ce que c'est? Euh, pour moi, la ménopause, c'est vraiment une période de passage dans la vie, au même titre que il y a vraiment pour moi 3 périodes de passage potentielles, hein, parce que tout le monde ne passe pas par là, mais dans la vie d'une femme, il y a la puberté, qui est une première crise hormonale où il va se passer plein de choses au niveau physiologique. La grossesse, pour celles qui traversent ça, la première notamment, qui est aussi au niveau psychologique une crise fondamentale de modification vraiment de l'organisme et de la psyché. Et la ménopause, au même titre que ces deux passages de la vie, ça va vraiment agir de la même façon. Et c'est surtout une opportunité pour moi, la ménopause, d'initier un bon vieillissement. Alors, pas bon Hmm. dans le sens enfin, jugement de valeur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais vieillissement, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vraiment l'opportunité de mettre en place dans sa vie, de prendre conscience de ce que c'est que la santé, Hmm. Hmm. de ce qui peut fragiliser la santé. Et le fait d'être ménopausée, ça va avoir tendance un peu à démasquer des potentiels problèmes de santé qui vont avoir tendance à s'aggraver après avec le temps. Et donc, bah, typiquement, c'est le moment un peu le moment privilégié pour bah, faire le point sur sa vie, sur ce qu'on a mis en place dans son hygiène quotidienne, pour envisager de bien vieillir, de vieillir le Hmm. mieux possible et en meilleure santé possible,
Donc, bah, d'arrêter de fumer, de ne pas boire d'alcool avec excès, d'avoir de l'activité physique régulière et de bien faire, enfin, d'avoir un suivi attentif de sa santé. D'aller voir un cardiologue si on a de l'hypertension. Enfin, vraiment, c'est le moment où on peut plus compter sur ses acquis Ouais, de c'est ça. jeunesse, où on peut pas se dire, moi j'ai toujours été quelqu'un en bonne santé. Bah non, à partir en réalité, les hommes, ça devrait être pareil, mais chez la femme, il y a vraiment une bascule qui est Mm. tellement rapide, en fait, que je pense qu'elles vivent ça. Enfin, personnellement, je ne suis pas ménopausée, donc je prends beaucoup de pincettes dans ce que je dis, hein. Je ne veux pas m'approprier une parole qui n'est pas la mienne, c'est vraiment mon ressenti de ce que les patientes rapportent, qu'il y a un tel chamboulement qui se fait très rapidement finalement, Ouais, qu'elles ouais. prennent conscience de ce truc de ah ouais, ok, là je bascule dans quelque chose où si je veux bien vieillir, va falloir que dans ma Mm, vie, je mette les choses mm, à plat, quoi. mm, Et donc pour moi, c'est une bonne opportunité en fait de santé. mm. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais c'est vrai que c'est important et intéressant ce que tu dis. C'est un moment où du coup, moi en tout cas, ça m'a fait, même si j'ai eu une ménopause particulière, parce que j'ai eu un cancer de l'utérus, donc j'ai eu une ménopause, tu vois, chirurgicale qui a été hyper violente. Mm. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait aussi m'intéresser beaucoup à cette question. Mais c'est aussi un moment où tu te dis, euh, comme si, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, et les femmes que j'ai accompagnées aussi, c'est comme si tu découvrais en fait que ton corps, tu vois, le fonctionnement de ton corps, c'est-à-dire jusqu'à présent, ok, ça roulait, voilà, comme tu étais plutôt jeune, plutôt en bonne santé, où il n'y avait pas de, quand il n'y a pas de pathologie particulière. Là, à ce moment-là, je trouve que ça commence à questionner le fonctionnement, quoi. T'es plus, comme tu disais, sur tes acquis. Mm, 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 Tu vois? mm, Et du coup, je pense que c'est une période aussi qui t'oblige d'une certaine façon à plus comprendre comment tu fonctionnes, comment tu peux fonctionner mieux, qu'est-ce que tu peux mettre en place, tu vois? mm, Et puis de te dire comment je veux entamer cette période de maturescence, puis de vieillesse, tu vois? mm, mm, Et ça, c'est vrai que c'est une question primordiale à laquelle on veut surtout pas répondre mm, dans notre société de vaut mieux que tu restes jeune, belle et mince, quoi. mm, mm, mm. Bah, ça a quelque chose d'un peu vertigineux parce que ça peut aussi être très fragilisant de se retrouver face à bah, cette prise de conscience un peu, le corps se rappelle à toi Ah. et te dit, bah oui, tu vieillis, tu risques d'avoir des maladies, un jour tu mourras. Comme la ménopause, elle vient Hmm. créer ce rappel-là qui peut faire très peur. Alors, certaines femmes, elles vont être très à l'aise avec ça parce qu'en fait, c'est des questions qu'elles ont travaillées toute leur vie. Donc, la Oui. ménopause ne va rien changer. Puis, il y en a d'autres, elles vont prendre ça en pleine face, en fait. Donc, c'est une période où il faut être vraiment très attentif à comment vont les femmes. Et moi, j'aime pas trop qu'on dise que la ménopause, c'est un événement naturel parce que c'est un événement naturel peut-être au niveau hormonal, mais c'est un événement naturel qui survient dans un contexte culturel et que Hmm. culturellement, la ménopause, c'est même si on en parle, c'est pas parce qu'on en parle que ce n'est pas tabou ou problématique, mais ça reste quand même associé à des représentations très péjoratives. Ouais. Et le vieillissement, de manière générale, on ne veut pas en entendre parler dans notre société. Hmm. Donc, vivre la ménopause, oui, c'est naturel physiologiquement, mais culturellement, non, c'est pas naturel. Donc, Hmm. Hmm. ça mérite c'est ce que la médecine et la société posent un regard là-dessus. Hmm. Hmm. Mm, Là, ce que je trouve bien, c'est qu'on commence. Je me souviens, tu vois, quand j'ai commencé, quand j'ai écrit la première version du livre, je crois que c'était il y a 5 ans, c'était vraiment plus tabou que tabou, quoi. Et là, je trouve que voilà, il y a des choses quand même qui s'ouvrent, on en parle un peu plus, même si c'est pas très très clair pour tout le monde. Et c'est vrai aussi qu'on en parle souvent que par le versant médical, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un peu limité ce passage-là. mm. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que une manière aussi de valoriser le vieillissement, c'est aussi de comprendre la fonction dans la société du vieillissement. Hmm. Et ça, c'est un truc, à un moment donné, je me suis un peu posé la question. Je me suis demandé, la ménopause, c'est quoi exactement? Il y a très très peu d'espèces mammifères qui font des ménopauses. Ah oui, C'est c'est vrai. c'est Ouais. très très rare, en fait, il y a très peu d'animaux qui font des ménopauses. La plupart des animaux et des mammifères sont fertiles jusqu'à leur mort, jusqu'à la fin de leur vie, toute leur longévité. Et il y a quelques cétacés, les orques notamment, qui font des ménopauses aussi.
Et donc, il y a eu des biologistes qui se sont intéressés à c'était quoi la fonction des femelles ménopausées dans les sociétés de cétacés, et pour voir pourquoi il y avait des ménopauses dans certaines espèces. Moi, ça m'a vachement intéressé, ça, je trouvais ça vraiment hyper amusant. Et donc, par exemple, chez les orques, les femelles ménopausées, elles ont un rôle social pivot hyper important d'accompagnement des jeunes mères, des jeunes femelles mères, pour prendre le relais sur la Ouais. chasse. Donc, en fait, les femelles orques ménopausées, elles vont chasser à la place des jeunes mères orques qui viennent d'avoir des petits qui peuvent plus chasser. Et elles ont Hmm. vraiment ce rôle de passage de relais, pédagogique aussi autour de la gestion des petits. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est de voir les choses de manière positive et pas négative. Ne pas se Ouais. dire, la femme ménopausée, elle a perdu quelque chose. Bah non, peut-être que c'est l'inverse en fait. Peut-être qu'elle apporte une compétence, un regard, quelque chose à la société et que je pense qu'on peut porter un regard vraiment totalement différent finalement. Hmm. Oui, et qui est le cas d'ailleurs pour d'autres cultures, tu vois, où tu gagnes, où c'est plutôt la sagesse, où elles changent peut-être de rôle, où elles ont un rôle aussi important socialement. C'est vrai que nous, on n'est pas encore là-dedans, clairement. Hein, où on Mm, est plutôt on invisibilise plutôt ces femmes de plus de 50 ans. Donc c'est vrai qu'on a encore du boulot là-dessus, ça c'est mm, clair, ouais. mm, Ouais. mm. Oui, Et on veut gommer les signes de l'âge. Donc, c'est ça qu'on essaie de c'est faire. Et ça, médicalement, c'est aussi des fois ce qu'on essaie de faire, de gommer les signes de l'âge. Donc, il c'est faut ça. toujours faire le bon dosage de favoriser la qualité de vie et savoir traiter sans réserve quand ça ne va pas, mais Hmm, aussi ne pas surtraiter des choses qui sont juste liées à l'évolution normale de la personne. hmm, Donc, c'est toujours le juste équilibre, mais ça, c'est en pratique, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce qu'il suffit de discuter avec les femmes en fait et de hmm. voir comment elles vont. Et on risque pas trop de se tromper en réalité. Et une des questions qui revient très régulièrement et qui préoccupe aussi beaucoup de femmes, c'est la question du poids. Le sujet. Ouais, c'est vraiment un sujet. Euh, alors, moi, j'ai pas encore bien compris pourquoi il y a cette prise de poids au moment de l'instauration de la ménopause. Hmm, Euh, Et je ne sais pas en fait ce qui provoque. Alors oui, il y a une prise de poids au moment de la ménopause, c'est un des ok. symptômes vraiment dès le début de la ménopause et ça commence parfois même en préménopause. Et c'est un sujet hyper préoccupant pour les femmes qui traversent ça. Parfois ça rentre dans l'ordre hein, au bout de quelques années et puis parfois pas, parfois ces kilos ils s'installent. Hmm, Et je ne sais pas exactement ce qui les provoque. Est-ce que c'est un changement de métabolisme? Est-ce que c'est le dérèglement du rythme jour-nuit avec les troubles du sommeil? On sait que ça peut aussi beaucoup perturber la manière de stocker les graisses et production d'insuline, etc. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais oui, effectivement, c'est un vrai gros sujet, la prise hmm, de poids, et ça semble être un sujet futile et ça c'est quelque chose, moi, qui m'agace beaucoup autour de la ménopause, c'est qu'il y a un peu, quand même, malgré tout, encore l'idée que, oh, ça va, c'est pas la fin du monde. ouais. Et- mais en réalité, bah, c'est un vrai sujet pour plein de femmes qui traversent ça. Et parce qu'encore une fois, c'est un vrai sujet dans une société où il y a une performance à Hmm, avoir physique, corporelle, et le poids est une performance de société, en fait. Donc, hmm, prendre 10 kilos, bah, en un an, ouais, c'est hyper dur. Et ça va impacter aussi la sexualité, qui est déjà impactée par d'autres manières à ce moment-là, l'image de soi, l'estime de soi. Donc, ouais, vrai sujet et j'ai pas vraiment de réponse encore à ça, quoi. hmm. Et dans ce cas-là, toi, tu leur conseilles quoi? Euh, Qu'est-ce que tu leur alors, dis quand elles te moi, je disent leur conseille, moi, je leur conseille l'activité physique, ouais, peut-être. Enfin, vraiment, j'insiste beaucoup sur le sport parce que, enfin, alors je dis pas sport, hein, c'est l'activité physique parce qu'en réalité, souvent, le sport, il y a pour les gens qui n'en ont jamais vraiment fait, c'est un côté, oh non, le sport, ouais, ça fait un pour peu moi. peur, ouais, 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 les tours de ouais. stade en endurance en sixième, ça m'a traumatisée. Je veux plus en entendre parler. Le super Donc, souvenir. c'est vraiment pas ça, hein. Le tout, c'est de lutter contre la sédentarité. Là, il y a vraiment plein d'études qui ont montré que le danger Hmm, pour la santé, c'est la sédentarité, c'est le fait d'être assis à un bureau toute la journée, ne serait-ce que de se lever 5 minutes toutes les 2 heures, faire juste un tour de la pièce. Déjà, c'est de l'activité physique pour hmm, le système cardiovasculaire. Donc voilà, c'est d'aller marcher, c'est de trouver une activité qui fait se sentir bien. Et moi, j'insiste beaucoup sur l'activité physique parce que
ça agit sur tous les niveaux. Ça marche sur tout, c'est un peu la baguette Hmm. magique. Ça va jouer sur le poids, ça va jouer sur l'estime de soi, ça va jouer sur le système cardiovasculaire, ça va jouer sur le psychologique, le mental. Ça marche pour tout, c'est magique. On sait même maintenant que le sport, il fait mieux que la chimiothérapie dans certains cancers. Ah ouais. Ah C'est ouais. vraiment, donc moi je suis activité physique, activité physique, activité physique. Ouais. Mais bon, c'est pas toujours facile. Non, surtout, tu vois, je pense, beaucoup de femmes ont des métiers sédentaires, en fait. Tu vois, même moi, tu vois, je travaille beaucoup sur ordinateur. Donc, tu penses pas forcément à te lever toutes les 2 heures ou à, tu vois, ça aussi, c'est un vrai souci, en fait. Mm. Après, je discute souvent les patientes qui prennent du poids. Bah, déjà, on regarde, ok, vous avez pris du poids ce matin encore. J'ai une Ah, patiente qui me dit, voilà, j'ai pris 10 kilos, c'est un cauchemar. Je dis, ok, alors quelle est votre taille? Je fais 1,69 m. Ok, et votre poids là, aujourd'hui, 58 kilos. Et bah là, ok, je comprends que pour vous c'est dur d'avoir pris des kilos, mais votre IMC est strictement normal, bah. même plutôt bas en fait. Donc voilà, vraiment, des fois c'est juste aussi de redire là, ok, je comprends, c'est pas facile, il va falloir se réhabituer à votre image corporelle, tout ça, mais tout va bien, c'est pas grave. Vraiment, Hmm. médicalement, ce n'est pas grave. Après, Hmm. psychologiquement, bah, on va peut-être faire un petit travail ensemble, cheminer là-dessus, quoi. Hmm, hmm. Oui, c'est ça aussi, c'est-à-dire de sortir aussi de cette injonction absolue de minceur Mm, vraiment. mm. Et tu vois, l'autre jour, par exemple, je discutais avec une cliente et qui me dit qu'elle a quasiment toute sa vie fait un régime, quoi. C'est-à-dire toute Ouais. sa vie, elle a fait attention à ce qu'elle mangeait, quoi. Ah ouais, mais c'est dingue, hein. Et donc, du coup, tu vois, quand on parlait tout à l'heure que la ménopause, ça pouvait être une opportunité, c'est aussi l'opportunité de ça. C'est aussi l'opportunité du lâcher prise, de enfin Ah, se foutre la paix, en fait. De se dire, ouais. OK, en fait, je vais pas me torturer jusqu'à mes 90 balais, quoi. À un moment donné. Et je trouve qu'il y a ce truc, il y a ce cheminement-là qui se fait au moment de la ménopause où les femmes, elles apprennent un petit peu à lâcher prise, quoi. À dire, bon, bah à un moment donné, je ne peux pas non plus lutter contre la gravité, je ne peux pas lutter contre les hormones. Voilà, quoi. Et ça, c'est un truc chouette de voir des femmes qui se libèrent. Ça ne marche pas pour tout le monde, hein. Hmm. Il y a encore des patientes à 85 ans qui se plaignent parce qu'il y a un bourrelet, il y a un machin. Tu dis, oh, foutez-vous la paix, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. stop. C'est ça. Mais Ouais, bon, parce que t'as voilà. l'impression que c'est vraiment presque de l'auto-torture, quoi. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire, totalement. c'est tout le temps toi qui te contrains, Mm, quoi. mm, Mm. mm. Et aussi, on entend beaucoup parler, de plus en plus d'ailleurs, je trouve, de la question hormonale. Tu vois, pendant un temps, on avait dit non, pas d'hormones, voilà, parce qu'il y a eu la fameuse étude américaine, qui a été très contestée. Mais aujourd'hui, on sent que, tu vois, ça se réouvre Mm, sur mm. ce volet-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ces questions-là? Alors là, si tu me lances là-dessus, Je t'ouvre un normalement, ça va champ. durer 3 heures, hein. Moi, ça, c'est un sujet, le rapport qu'on a dans notre société aux hormones, c'est un sujet qui me passionne parce qu'on a un Ah rapport oui. ultra paradoxal aux hormones. C'est vraiment amour et haine des hormones, quoi. On leur met tout sur le dos, beaucoup trop de choses. Et toujours, ça se fait un peu au détriment des femmes, hein. Ah bah, Et sinon, ce serait pas drôle. exactement. Et sur la question des traitements hormonaux, moi, je suis assez en colère en fait de ce qui s'est passé Ah. après justement la publication. Donc, c'est cette fameuse étude qui avait montré une augmentation du risque de cancer du sein, mais en fait après qui a été débunkée, mais très vite en fait, hein, par plein d'autres scientifiques. On dit bah non, les résultats sont pas valables et puis ils sont pas transposables surtout à nous, nos pratiques Hmm. européennes. Et, euh, et en fait, on a tout fermé, on prescrivait plus. Il y avait vraiment une Ouais. sorte d'hormonophobie. On ne voulait plus prescrire d'hormones, on avait très peur des hormones, les prescripteurs, hein. Et puis bah, du coup, après, forcément, Et les oui. patientes aussi. Mais il y avait ce truc de je prends un risque, une sorte de responsabilité médicale à prescrire des hormones, hein. Moi, j'ai vraiment observé ça dans le début de mon internat. Et, euh, et derrière, il y a quand même un truc un peu nauséabond, moi, je trouve, de raisonnement. On l'a très légèrement évoqué tout à l'heure, mais sur le truc de en fait, on va pas prendre un risque, quel qu'il soit, aussi faible qu'il soit, on va pas prendre un risque pour le syndrome climatérique, donc les bouffées de chaleur, tous les symptômes de la ménopause.
alors que bon, bah, c'est naturel, les femmes, elles traversent ça depuis la nuit des temps, on va pas, ça ne mérite pas de prendre le moindre risque. Et ce raisonnement-là, je le trouve très vicieux, en fait. Hmm. Je trouve que ça a l'air de dire, c'est vraiment, ça minimise tout Bah ce que oui. traversent et vivent les femmes qui traversent une ménopause Hmm. difficile. Donc ça concerne quand même une femme sur quatre, hein, qui ont des symptômes très invalidants liés à la ménopause. Et quand tu discutes avec les femmes qui traversent ça, qui dorment pas de la nuit, qui en pleine réunion, elles sont obligées de quitter la réunion parce qu'elles sont trempées des pieds à la tête, socialement l'impact que ça a, comment ça te décrédibilise, enfin, Hmm. douleur articulaire, Hmm. l'irritabilité, d'être tout le temps à cran. Tu dis, on parle pas d'un détail. Enfin, C'est ça. c'est pas. Donc il y avait un peu l'idée de, elles peuvent bien supporter ça quand même, les bonnes femmes, quoi. Il y avait quand même un petit Hmm. peu cette idée-là dans la manière dont on a vraiment fermé les vannes du traitement hormonal, comme si ça ne méritait pas les bénéfices attendus ne méritaient pas de prendre le moindre risque, parce que finalement ils n'étaient pas si importants que ça. Donc, Hmm. pour moi, il y a la balance bénéfice-risque qu'on est supposé supposer à chaque fois Oui. qu'on met en place un traitement, elle était totalement faussée, quoi. Donc, Ouais. dès lors, à partir de ce moment-là, tu n'avais pas une discussion qui pouvait être bien correcte pour trouver à qui il fallait prescrire les traitements. Et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, alors moi, quand je fais l'info, j'essaye d'être la plus transparente possible. À chaque fois, je dis bien que l'info que je fais, c'est selon l'état actuel de la science, que Eh bon, la oui. science, je, je, je ne connais pas tout, je ne suis pas voyante, et peut-être qu'un jour, on aura des infos qui nous feront peut-être revenir un peu en arrière, j'en sais rien. Maintenant, on commence à avoir vraiment de très 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 nombreuses études et énormément de recul sur les traitements hormonaux de la ménopause, on sait à peu près ce qu'on fait. Euh, il faut quand même savoir qu'il y a une augmentation des risques de cancer du sein et de cancer des ovaires après 5 ans de prise. Donc Hmm. c'est vraiment un risque cumulé, donc plus on prend longtemps, plus on augmente le risque. C'est des risques qui sont très faibles, mais D'accord. qui existent. C'est-à-dire que si on compare une population de femmes qui prennent un traitement versus une population de femmes qui n'en prend pas, on verra plus de cancer du sein et plus de cancer des ovaires après D'accord. 5 ans de prise. C'est pas prouvé dans les 5 premières années. Ok. D'où cette idée qu'au bout de 5 ans, quand même, on rediscute, hein, on envisage de sevrer. Mais il faut mettre dans la balance aussi qu'on prévient d'autres risques. Eh oui. Prévient, on diminue d'autres cancers. On diminue les cancers de l'œsophage, les cancers du pancréas, le cancer colorectal, peut-être même, alors ça c'est pas prouvé, mais il y a des études qui disent qu'on diminuerait les risques de maladies d'Alzheimer, de démence Hmm. cognitive, des événements cardiovasculaires, l'ostéoporose bien sûr. Euh, et, euh, et finalement, les études de mortalité, c'est-à-dire étudier est-ce que les femmes meurent plus quand on leur donne un traitement hormonal ou meurent moins, enfin, ça a été étudié dans le sens est-ce qu'elles meurent plus? Et non, il n'y a pas plus de mortalité. C'est ça qui compte finalement. Il faut savoir aussi quels indicateurs on regarde. Et justement, on est en train de se rendre compte que peut-être même bah, qu'elles meurent moins quand elles sont sous traitement hormonal. Hmm. Donc D'accord. voilà, c'est un sujet hyper compliqué. Après, c'est une discussion bah, qu'on a à chaque cas particulier. Évidemment, ça Eh ne va pas oui. du tout être la même chose quand on parle à une femme qui a des antécédents de cancer du sein partout dans sa généalogie. C'est pas la même chose quand on parle à quelqu'un qui a des symptômes très invalidants, d'autres qui a des symptômes très légers. Enfin, et chacun a ses croyances personnelles. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas pour moi. Donc ça, c'est important de dire aussi qu'on a cheminé, qu'il y avait aussi un regard très patriarcal sur la question des hormones. Bon, elles ont aussi été mises en place par un regard patriarcal. Donc voilà, tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord un peu la queue. Mais je pense que c'est aussi important de dire aujourd'hui il y a le choix. Tu vois, que Exactement. c'est possible, qu'il y a un choix, qu'on a avancé sur ces questions-là et que ça peut être une vraie aide Mm. à traverser cette période, en fait. Ouais. Pour moi, la vraie solution féministe, c'est ok, ces traitements qui servent un peu à gommer, qui peuvent servir un peu à gommer l'âge, euh, ils sont prescrits dans une démarche féministe dès lors que la patiente, elle s'en saisit et que Hmm. elle, justement, elle fait valoir son choix et sa décision de le prendre ou de ne pas le prendre. Et finalement, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ce qui compte, c'est le choix. C'est de pouvoir dire, non, ouais, là, je veux le traitement et j'ai pas de contre-indication, donc on y va. Ou non, moi, je veux vivre naturellement ma ménopause et trouver mon chemin de vie à travers ça. Et nous, on n'est pas là pour décider voilà, on explique l'état de la science, on dit là, il y a des contre-indications, il n'y a pas de contre-indications,
mais on remet le choix à la patiente. Et après, on Mm, accompagne ce choix, quel mm, qu'il soit finalement. mm, Enfin, pour moi, c'est mm. vraiment ça notre rôle de prescripteur. Mm. C'est hyper important. Et aussi, il y a la question de, qui revient parfois, c'est quand on prend des hormones, est-ce que du coup, on s'engage dans un chemin, tu vois, qui est jusqu'à la fin de notre vie, on prend des hormones? Est-ce que si on les arrête, du coup, on a les mêmes symptômes? Tu vois, il y a aussi ce questionnement-là qui arrive. Mm. Euh, et ben, quand je prescris, alors je sais pas comment font mes confrères. Mm, mm. Mais moi, quand je prescris un traitement hormonal, quand j'initie un traitement hormonal, j'explique cette idée qu'il faut démarrer dans les 5 ans. Ça, c'est nos recommandations. Donc, c'est le cadre un peu de prescription. Dans les 5 ans qui suivent l'instauration de la ménopause, pour avoir le plus de bénéfices attendus. Et qu'au bout de 5 ans, tous les ans, on se repose un peu la question des bénéfices-risques. Évidemment, à tout moment, elle peut arrêter, bien sûr. Et qu'au bout de D'accord. 5 ans, on réévalue. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? On rediscute de, bah, il faut quand même savoir que ça augmente les risques de cancer hormonodépendants. Est-ce que c'est toujours OK pour vous? Sachant que l'effet sur les bouffées de chaleur, parce que c'est ça, normalement, on a deux Mm. indications en France, c'est bouffées de chaleur invalidante et ostéoporose. En pratique, euh, D'accord. on prescrit sur des indications plus larges que ça. Euh, mais, euh, mais voilà, l'effet sur les bouffées de chaleur, il n'est pas démontré après 5 à 10 ans. Ça dépend un peu des D'accord. individus. Donc, on peut aussi tester des pauses. Des fois, on teste Mm. ça. Des patients qui ont très peur d'arrêter de souffrir de bouffées de chaleur, des fois, on diminue tout doucement, ou alors on dit, bah, peut-être on fait une petite pause, vous diminuez, vous prenez un jour sur deux là pendant un mois et vous voyez comment ça se passe, puis vous me dites si ça s'est trop mal passé, et ben on repasse comme c'était avant, puis on en discutera dans un an. Si D'accord. finalement ça s'est bien passé, bah, peut-être qu'on va continuer comme ça à décroître Mm. tout doucement. Mm. Donc Mm. voilà, rien n'est jamais figé dans le marbre et c'est pas je donne, je donne, je donne, puis un jour, pof, le verre du temps et on arrête. Non, Stop. on accompagne les gens. Donc souvent on fait ouais, des sevrages. Puis des fois on dit, bah là ça commence à m'embêter, je trouve que ça commence à être un peu dangereux. Vous cumulez les facteurs de risque cardiovasculaire, il y a de l'hypertension, il y a du diabète, vous fumez encore, j'ai vraiment peur que vous finissiez par avoir un événement cardiovasculaire et puis le traitement hormonal, bah, passé un certain nombre d'années, il bascule de prévention cardiovasculaire à risque cardiovasculaire. Mm. Et donc, voilà, là, ça m'embête de represcrire. On va essayer quand même de diminuer tout doucement et voir comment ça se passe. Et puis, en Mm. fait, certaines fois, on va diminuer ou sevrer. Ça va être un calvaire, ça va pas marcher. Et donc, il y a des femmes qui prennent toute leur vie, hein. Ah Nous, on oui. n'a plus de limite de prescription. On peut prescrire toute la vie s'il n'y a pas de contre-indication. Et puis il y en a d'autres, finalement, elles vont arrêter. Et bon, ça se passe bien. Les bouffées de chaleur Sans- ne reviennent pas, il n'y a pas de. Et donc finalement, elles s'en passent sans problème. C'est Mm. vraiment du cas par cas. Oui, c'est ça, en fait, c'est de redire qu'il n'y a pas de produit miracle ou de généralité. C'est vraiment du sur-mesure, quoi, Ouais, quasiment, comme chacune fonctionne, en fait. ouais, c'est du sur-mesure et nous, on n'a pas de moyens prédictifs, mais c'est pareil pour les contraceptions plutôt dans la vie gynécologique. On n'a pas de moyens prédictifs de dire qui va bien réagir à telle hormone, qui va mal réagir. Mais Mm. le traitement hormonal de la ménopause, quand il est démarré, quand même, il est assez difficile à arrêter parce qu'il apporte un tel confort que Ah souvent oui. les femmes ne veulent pas trop arrêter, quoi. Mm, mm, Donc mm. on en discute et on réévalue. Et après, une fois que l'info a été donnée, une patiente, elle a compris les risques qu'elle prenait. Bah, moi, je suis assez autonomiste quand même dans ma pratique de la médecine. C'est-à-dire que je décide pas, c'est pas ma vie, c'est pas mon corps, c'est pas ma santé, c'est pas mes Eh risques de oui. cancer. Bah, si elle veut continuer, elle a entendu, je lui ai fait l'information, on continue, voilà, c'est... Mm, mm. Ouais, c'est ça. Ça revient vraiment à la question du choix. C'est-à-dire, plus tu es informé, plus tu as un peu, tu vois, tu t'es intéressé à ton fonctionnement de ton corps et que tu as eu les infos de ton médecin ou par ailleurs, c'est vraiment ton choix. Et ça, je trouve que c'est vachement important, tu vois, de le dire, le redire encore, que c'est essentiel, en fait. Mm, Ouais, mm, ouais. totalement. Mm, Je trouve que c'est vraiment la manière la plus intéressante pour moi de pratiquer cette spécialité, mais mm, mm. c'est Il y vraiment a, il y a, d'accompagner dans la santé. bah oui, bah oui. Il y a aussi la question, parce que après, il y a les croyances et il y a la réalité. Il y a aussi toutes les questions qui tournent autour de la sexualité à cet âge-là. Tu vois, les sécheresses vaginales, la baisse de la libido, tu vois, Mm, tous ces questionnements-là qui font flipper aussi d'une certaine façon, mm, hein, faut mm. être honnête. Qu'est-ce que tu en dis, toi, là-dessus?
Alors, moi, j'ai une vision un peu de sexologue parce que j'ai fait 3 ans de sexologie dans mon Ah, parcours. très bien. Et donc, forcément, les questions de sexo, ça m'intéresse énormément, donc j'emmène beaucoup les patientes sur ces sujets-là. Et euh, en gros, il y a effectivement, c'est vraiment une période qui va être aussi un peu une crise pour la sexualité au moment de la ménopause, parce que la physiologie de la sexualité, elle va être altérée par la carence en oestrogène. Donc, il va y avoir une tendance à la sécheresse vaginale, les tissus qui Hmm. sont plus fragiles, la flore, le microbiote de la flore vaginale qui va se dégrader avec la carence, la fatigue et tous les perturbations plutôt psychologiques de la périménopause, bah, ça va pas aider à avoir une bonne libido, d'avoir de l'envie. Son la tête, elle n'est pas vraiment à ça à ce moment-là. Comment leur en vouloir? Euh, et, euh, et donc, c'est une période qui est un peu à risque pour la Hmm. sexualité. Et alors, en général, ça va venir déstabiliser ce qui fonctionnait un peu carin-caran avant. C'est-à-dire Hmm. qu'une femme qui a vraiment développé sa sexualité, qui a une vie sexuelle épanouie jusqu'à l'arrivée de la ménopause, elle aura quand même vraiment beaucoup plus de chances de passer le cap sans trop de difficultés qu'une femme qui avait déjà des troubles sexuels, mais un petit peu compensés par le fait d'avoir une bonne lubrification, de forcer un petit peu les choses, de mettre un Ah peu sous le oui. tapis les problèmes de libido en se forçant un petit peu à avoir des rapports sexuels. Bah, au moment où la ménopause va arriver, voilà, ça va effondrer le château de cartes, quoi, et ça va être un peu la cata Hmm. derrière. Mais c'est pareil, ça pour le coup, c'est exactement pareil chez les hommes. Vraiment, Hmm. alors moi, j'étudie pas, enfin, je ne vois pas d'hommes, mais mon mari est neurologue. Mon mari est neurologue, Ah donc tu oui, vois, donc. il aborde beaucoup les sujets de la sexualité avec ses patients, et il fait beaucoup d'andrologie, et en fait, c'est exactement pareil. À l'arrivée donc c'est plutôt vers la soixantaine chez les hommes. En fait, les hommes qui avaient une sexualité un peu pauvre, qui se questionnaient pas trop autour de ça, et qui n'avaient pas vraiment développé des compétences autour de la sexualité très importantes, bah, en fait, à l'arrivée, quand les androgènes vont baisser et que le soutien hormonal il va être un peu moins bon, bah, c'est là que les problématiques vont Hmm. arriver, les dysfonctions érectiles, etc. Donc Hmm. c'est là pour le coup, je pense que les femmes et hommes sont assez dans le même bateau hein, sur cette histoire de sexualité. C'est tout l'intérêt de vraiment aller creuser les problématiques sexuelles avant la ménopause. Parce Hmm. qu'après, bah, on rajoute une difficulté vraiment Oui, oui. purement physiologique et hormonale à quelque chose qui était peut-être déjà un peu fragile avant, quoi. Hmm. Hmm. C'est important ça que tu dis, tu vois, que vraiment, ça rejoint ce que tu disais en tout début, c'est-à-dire c'est un révélateur. Même aussi sur la question sexuelle, quoi. Et ça, je trouve ça hyper important. Et c'est aussi peut-être un moment où, comme tu vas changer plein de choses, à la fois de ton alimentation, de ta façon de voir les choses, il y a aussi des choses qui vont changer forcément dans ta sexualité aussi. Mm. Et Et c'est vrai que les couples qui vont garder une vie sexuelle satisfaisante, donc là vraiment je parle pas de l'individu, je parle vraiment de la relation sexuelle ouais. à deux, généralement c'est ceux déjà qui n'étaient pas focalisés sur un script unique, sans communication, au moment Hmm. où se passe tout ce chamboulement de la ménopause. Il faut être capable de transformer en fait, un peu de transcender sa sexualité et te dire pas que la sexualité c'est pas que de la pénétration, qu'il faut aussi développer la communication autour de la sexualité, développer la sensorialité, les Hmm. caresses, plein de choses. Et qu'en fait, voilà, c'est vraiment... et je vois beaucoup de patientes qui sont depuis 30 ans, elles sont 40 ans, elles sont mariées. Et quand elles viennent, elles me disent, bah, j'ai des problèmes de sécheresse et je vais vous utiliser un lubrifiant. Bah non, j'ai jamais utilisé de lubrifiant. Je dis, ah bah si vous voulez, je vous en prescrirai un. Elle dit, bah, je vais pas sortir ça au milieu avec mon mari. Qu'est-ce qu'il va en penser? Je dis, comment ça, qu'est-ce qu'il va en penser? Bah, que vous avez besoin, c'est tout. Bah oui. Dites-lui. Enfin. Donc en fait, il y a vraiment des gens Hmm. qui ont une sexualité motus et bouche cousue, sous la couette, dans le noir de la chambre, et qui n'échangent pas du tout. Donc forcément, le jour où il va y avoir une douleur, une dysfonction érectile, un problème, ça va devenir un énorme tabou dans le couple. Eh oui. Alors Eh là, ça oui. devient vraiment l'éléphant au milieu de la cuisine, quoi. Hmm. Un peu cette Hmm. expression qui n'existe pas du tout, je pense. Mais voilà, ça dit bien ce que ça dit.
Oui, Donc, c'est donc, ça. c'est Ouais, vraiment, ouais. pour que ça se passe bien, je pense, la sexualité après la ménopause, le maître mot, mais comme la sexualité dans n'importe quel moment de la vie, c'est la communication. Il faut Mm, mm, communiquer, communiquer, communiquer. Et on trouve, et après, des soutiens plus physiologiques, il y en a, les gels à base d'œstrogène, on a des lubrifiants, l'acide hyaluronique, on a plein de solutions pour aider à la mm. pénétration, voilà, pour soutenir. Après, sur la libido, c'est un autre sujet, c'est beaucoup plus compliqué, mais, euh, mais voilà, on sait faire en sorte que ça, on sait faciliter le Ouais, rapport c'est sexuel. ça. C'est pas pour ça qu'il sera satisfaisant. Ce qui va aider à la satisfaction sexuelle, c'est vraiment de communiquer avec son partenaire. Mm, oui, c'est ça en fait le secret, ouais, clairement. Mm, mm, Et au début, en te présentant, tu as dit que tu faisais aussi une étude sur l'éthique. mm. Et du coup, je suis très intéressée par ça. Tu étudies quoi? Eh bien, Pourquoi? alors, là, je suis dans un parcours vraiment universitaire. Je fais un master 2 d'éthique à D'accord. l'université à Nantes. Alors ça, c'est vraiment super. Et là, en ce moment, j'étudie donc le sujet de mon mémoire de master. C'est une analyse du discours médical. Donc, j'enregistre des Hmm, consultations dans lesquelles il y a une décision de stratégie thérapeutique qui va être prise et j'analyse comment le médecin utilise le discours médical, comment il va amener le patient à adopter la décision thérapeutique qu'il a prise pour lui en amont. Donc, d'accord. j'analyse un petit peu les limites de l'autonomie décisionnelle et de la façon dont les médecins louvoient pour influencer leurs patients. Donc, j'étudie ça. Ouais, non, mais c'est passionnant. C'est hyper intéressant parce que du coup, c'est vraiment à la jonction entre plein de disciplines et notamment la linguistique. Alors là, je suis dans un domaine tout nouveau. Moi, j'adore Ah apprendre de oui. nouveaux trucs. Donc, ouais, c'est vraiment de l'analyse linguistique, conversationnelle, d'aller décrypter quels sont les mots utilisés, quels sont le temps de silence, quel est le temps de parole pour le médecin, le temps de parole pour le patient, est-ce que le médecin interrompt le patient, etc., etc. Ah ouais. Et du coup, c'est aussi, je pense, quand je t'écoute me dire ça, avec l'arrivée de ChatGPT, par exemple, tu vois, et de tout cet accès, on va dire, sur Internet bien avant ChatGPT, mais je pense que ça a rajouté une couche, ChatGPT, peut-être que ça peut changer la donne aussi sur ce volet-là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, euh, moi, j'ai une idée par rapport à ça. Alors, c'est un peu un embryon d'idée, mais j'ai un peu l'idée que je suis assez fascinée par les IA et leur usage en médecine. Et de toute façon, on va pas y couper, je pense. Hmm, Et je pense que ça va être très utile sur plein de sujets. Et je pense que ça va notamment être très utile pour vraiment définir c'est quoi en fait un médecin et c'est quoi la relation hmm, médecin-patient. Ce qu'on a de particulier en tant qu'être humain, c'est vraiment qu'on est incarné. On hmm, est des gens de chair et d'os et donc quand on est en consultation avec un patient, on est deux corps humains l'un face hmm, à l'autre et il y a hmm, des interactions. Il n'y a pas que ce qu'on se dit, il y a aussi tout le non-verbal et il y a vraiment des interactions souterraines entre médecins et patients. Et je pense vraiment que l'arrivée de l'IA, ça va être l'opportunité pour la médecine un peu de se réinventer et justement de réaliser à quel point on est incarné et à quel point on a besoin de cette interconnexion entre êtres humains hmm, et que finalement, peut-être que le médecin, sa bonne place, c'est pas d'être le sachant, d'apporter des connaissances. Les connaissances, finalement, on se rend compte qu'elles ne valent pas grand-chose. Nos 10 ans de médecine à se bourrer le crâne avec de la néphrologie ou je ne sais quoi, tu vas sur ChatGPT, tu te rends compte que c'est peanuts, quoi. Tu sais rien, en fait. Que vraiment, notre compétence de médecin, c'est ses compétences émotionnelles, de savoir repérer, ah, là, le patient, je vois son menton qui frémit, les yeux qui se remplissent un peu. Là, je touche un sujet sensible. Voilà, hmm, c'est d'aller comprendre ça, quoi. Et du coup, je pense que l'arrivée de l'IA, ça va peut-être être l'opportunité aussi de développer une médecine plus humaniste et plus... hmm. Ah, ça, c'est mon côté très idéaliste, hein, mais... Non, c'est vrai que ça serait le côté positif. Mm. Ça serait vraiment ça. La plus-value réellement, elle est là. Ouais, de développer vraiment la compétence unique qu'on a en tant qu'être humain, de rentrer en Mm, connexion avec quelqu'un d'autre, en fait. mm, 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 mm. J'y crois un peu à ça, quand même. Ouais, ouais, moi aussi, j'y crois, ouais, Mm. ouais. Et en t'écoutant, j'y crois encore plus. J'y crois encore plus.
Pour terminer, pour pas te garder trop longtemps, Marianne, parce que c'est passionnant. Moi, je t'écouterai encore des heures et des heures. Oh, Euh, j'adore parler de ça, moi, ça m'intéresse trop. oh, super. Et qu'est-ce que, si tu avais trois conseils à donner aux femmes sur ces questions-là à partir de 45 ans, ce serait quoi, hein? C'est pas facile Ouais, comme question. c'est pour ça que j'ai laissé pour la fin. Euh, eh bien, je dirais de se foutre un peu la paix. Hmm, Ça, ce serait mon premier conseil, de s'écouter et d'arrêter d'écouter ce qu'on leur dit de faire, de vraiment de chercher ce chemin d'acceptation de soi. Je pense que hmm, ça, c'est vraiment, bah, ça, probablement que ça devrait être un peu notre chemin de vie à tous, mais c'est vraiment le bon moment pour se poser là-dessus. Bah, de prévenir avant de guérir. Donc, hmm. le sport, le tabac, le stress au travail, savoir aussi Ouais. des fois un peu lever le pied, hein, des patients qui disent bah, je fais pas de sport en même temps comment je pourrais, je travaille comme une malade. Bah, peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que le Ouais. travail, il C'est a une une vraie place question, qui ça. n'est pas tout Ouais. à fait normale dans votre vie. Hmm, Et troisième hmm, conseil, qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, bah de vraiment de développer et de favoriser les liens, le lien à l'autre, hmm, les relations à ses amis, à son partenaire ou sa partenaire, à ses enfants, que ces liens-là, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. hmm, hmm, Voilà, je pense hmm, que ce serait ça. hmm. Ce serait génial. Déjà, ce trio-là, ce trio, tu vois, ces trois points-là, déjà, tu peux te dire que tu te construis un avenir plus harmonieux, ça c'est certain. Ça Mhm. c'est certain, ouais, c'est important. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Marianne? Euh, Bah, en consultation, faut venir me consulter sur Par Doctolib. exemple? Et tu consultes Non, où mais alors? moi j'ai écrit un roman je viens il y a un mois ou deux là d'auto-éditer en format numérique qui s'appelle Tenir la garde, alors qui parle un peu de Ah, mon ancienne génial. vie d'obstétricienne. Donc j'ai voilà ce petit bébé que j'ai auto-édité sur Librinova et D'accord, mais qui est accessible aussi sur bah, toutes les bibliothèques numériques de Kindle, Kobo, etc. d'accord, Et sinon, bah, régulièrement sur LinkedIn, je publie des petites humeurs. Voilà, quand j'ai des d'accord. petits coups de calgon ou quand il y a des trucs qui me traversent, je partage au monde sur LinkedIn. Et puis des fois, on s'en saisit, des fois, on s'en saisit pas, mais ça donne parfois lieu à des rencontres très intéressantes. Ben oui, moi c'est comme ça que je t'ai découverte et j'ai beaucoup aimé tes petits billets d'humeur d'ailleurs, que Mm. j'ai trouvé très intéressants. Et donc je mettrai le lien de LinkedIn et tu consultes où géographiquement? Et je suis à Saint-Nazaire, près de Nantes, D'accord. bord de Donc la mer. ah c'est bien, ouais. Donc les personnes, les femmes, voilà, qui sont dans ce coin-là peuvent aller te voir facilement. Ouais, Absolument. Je les ouais. recevrai avec plaisir. Je prends encore des nouveaux patients. Oui, ce qui n'est pas aussi évident, C'est pas hein. une évidence. Non, 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 c'est une vraie question encore une fois. Merci encore, Marianne. Bah, merci à toi, j'étais très contente d'avoir cette discussion puis d'aborder tous ces sujets hyper importants pour la santé des femmes. Ouais, c'est essentiel et je pense que ce sera pas la dernière fois qu'on se rencontre sur ces questions parce que c'est un sujet très important et très vaste et on voit bien à quel point les femmes ne sont pas encore complètement accompagnées sur ces questions-là et plus on en parle, mieux c'est quoi. Mm, Totalement, je partage mm, totalement ton avis. mm. Et je serais À- ravie qu'on continue cette conversation. oui, moi aussi. À très bientôt. Merci, Karima. Au revoir.